Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, il y a pas mal d'affaires judiciaires qui concernent plus ou moins le gouvernement. Et dans ce bulletin des réfractaires, on va essayer de faire un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la semaine. Parce que oui, ce qui est bien avec ce gouvernement, c'est que tu peux faire une revue de presse sur les scandales politiques toutes les semaines. Je sais pas si c'est bien en fait. Et évidemment, dans cet épisode, on va simplifier énormément de choses parce qu'il faut aller assez vite. Donc tu peux trouver en description énormément de liens qui t'aideront à aller plus loin. Et on commence déjà avec l'affaire Kohler dont Usul a fait une très bonne vidéo pour comprendre un peu le bordel. Cette affaire, ça n'est pas l'affaire Benalla, c'est l'affaire Alexis Kohler. En gros, Kohler, c'est le bras droit d'Emmanuel Macron. Il était déjà à ses côtés quand il était ministre de l'économie sous Hollande et il est, depuis l'élection présidentielle, le secrétaire général de l'Élysée. Donc autant dire que le mec, tu vois, au niveau de la hiérarchie, il est bien au-dessus d'un Benalla par exemple. C'est le numéro 2 de l'Élysée et malgré tout, il y a une affaire qui porte son nom et c'est une affaire de conflit d'intérêts. Le gars, en fait, a un lien qui est très fort avec le groupe qui s'appelle MSC, qui se fait des milliards avec des bateaux, avec des croisières et avec des gestions de ports, et tout ça de manière parfaitement opaque aux passants. Kohler, il entretient des relations qui sont à la fois financières et familiales, mais en gros, c'est du réseautage, et en 2016, pendant la campagne d'Emmanuel Macron présidentielle, le gars, il est quand même devenu le directeur financier général d'une entreprise qui pèse quasiment 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que le souci, c'est que ce type-là, avant l'élection de Macron, il était le représentant officiel de l'État dans le port du Havre et de Saint-Nazaire. En plus, il a accepté ce poste en ne déclarant pas ses conflits d'intérêts éventuels à l'administration, ce qui fait que déjà en soi c'est un délit. Et tout l'enjeu de cette histoire, c'est de savoir si oui ou non le gars il a profité de sa position dans l'État pour faire profiter les intérêts privés de MSC plutôt que les intérêts de l'État. Et je suis sûr que tu meurs d'envie de savoir la réponse, et évidemment oui en fait, sinon on n'en parlerait pas trop. Mediapart, ils ont fait une enquête là-dessus et ils accumulent les preuves avec des mails, ce genre de choses, et qui montrent qu'en fait, durant ces 12 années où il était en position de conflit d'intérêts, il a largement servi les intérêts de cette entreprise. Mais Mediapart, c'est pas les seuls à s'intéresser à cette histoire, puisque le parquet national financier a ouvert une enquête. Ce qui a permis d'ailleurs à la brigade financière de mener une enquête, de faire une perquisition à Bercy, pour vous dire que c'est quand même une affaire sérieuse, et ils en ont conclu dans un rapport de synthèse le 7 juin 2019, que Kohler avait évidemment profité de sa position pour servir les intérêts privés de MSC. Bref, le gars il est plutôt dans la merde parce que t'as Mediapart qui a fait une super enquête là-dessus, qui accumule des preuves de 10 ans qui montrent bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Le gars il a menti à plusieurs reprises, t'as tout un micmac dans l'administration qui montre que ce gars-là a fait de la merde. Il a le parquet national financier contre lui, mais il a aussi la brigade financière contre lui. Enfin bref, il n'y a rien qui pouvait vraiment le sauver. Sauf une chose. Et cette chose, c'est assez... On en parlera juste après, mais c'est assez dingue, je trouve. C'est une lettre d'Emmanuel Macron. Tu sais, des fois, les rois, ils pouvaient abolir quelqu'un qui avait fait un crime, tu sais, en disant « Mais non, lui, il passera au-dessus de la justice parce que je l'ai décidé, parce que je suis le monarque. » Et là, on a exactement, quasiment la même chose. Macron a fait une lettre et un mois plus tard, la brigade financière dit exactement l'inverse de ce qu'elle avait dit avant et le parquet, ils enterrent totalement l'affaire. Et le lien qui paraît évident entre cette lettre-là et l'enterrement de cette affaire, il est renforcé par des preuves, encore une fois, de Mediapart. Quand on parle de l'interventionnisme de Macron à travers cette lettre, et je renvoie à l'article pour tous les détails, quel degré de gravité ça a par rapport au fonctionnement régulier des institutions? Où est le scandale en un mot? Donc déjà, tu as un conflit d'intérêts qui concerne le numéro 2 de l'Élysée, qui montre que pendant 10 ans, il a bidouillé pour des petits intérêts familiaux et pour des intérêts privés, et ça contre l'intérêt de l'État et contre l'intérêt souverain de l'État. Et en plus de ça, le gars-là, il a menti, enfin bref, il y a toute une histoire de merde, mais en plus de ça, ça montre bien que Emmanuel Macron profite de sa position pour protéger les personnes de son entourage contre la justice. Ce qui est totalement antidémocratique et anti-républicain. Et ça pose évidemment la question de l'indépendance du parquet qu'on pose assez souvent sur la chaîne de Canard Réfractaire. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse un point là-dessus. Tu as eu d'autres affaires récemment qui concernent le parquet et même une double affaire dont on va parler maintenant. Cette double affaire, elle concerne la procureure Houlette qui a été à la tête du parquet financier entre 2013 et 2019. Alors, première affaire, elle déclare devant l'Assemblée nationale que pendant son enquête sur Fillon, elle aurait subi des pressions de sa chef du parquet général pour accélérer la procédure.
Là-dessus, il y a eu de nombreuses réactions sur la légitimité des élections et sur l'indépendance de la justice. Et cette affaire, elle est vraiment intéressante parce qu'elle pourra montrer comment la justice, elle a été encore une fois instrumentalisée pour des affaires politiques. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a juste une déclaration de la procureure, ce qui fait que il n'y a pas de preuve. Surtout que ce qu'on va parler juste après tend à montrer que cette procureure-là, elle n'est pas coupable de quoi que ce soit encore, mais on peut se poser des questions sur la fiabilité et sur l'honnêteté de ses propos. Mais évidemment, dès qu'on aura plus de preuves sur cette affaire et que ça va dépasser la simple déclaration, on va en parler sur la chaîne du Canard Réfractaire. Mais pour le moment, il y a une autre affaire qui concerne la même procureure qui est beaucoup plus intéressante parce que cette fois, il y a des preuves. Et pour ça, il faut aller à Marseille. En fait, ça commence par une enquête sur une petite fraude à la con par la mairie de Marseille. Donc les gendarmes, ils font une perquisition et ils tombent sur des preuves d'emploi fictif illégal à la mairie de Marseille. Et c'est pas du tout ce qu'ils avaient cherché à la base. Et là commence une grande histoire. Parce que l'affaire, en fait, ça concerne directement le cercle rapproché de Gaudin, qui est le maire qui est en place et qui a un fonctionnement un peu mafieux là-bas. Et forcément, si ça concerne son cercle restreint, ça le concerne lui directement parce qu'au minimum, il était au courant de ses emplois fictifs ou ses emplois illégaux et il ne les a pas dénoncés. Et donc le clan Gaudin, ils font appel à leur avocat qui se trouve être un ami de la procureure Houlette, qui était donc à l'époque en tête du parquet financier qui devait du coup organiser l'enquête sur ces emplois fictifs. Les deux se sont régulièrement appelés pendant l'enquête de la gendarmerie, ils s'échangeaient des informations et ils passaient même des ententes. Sauf que le souci, évidemment, c'est que les gendarmes, ils ont mis sous écoute leur téléphone. Et ils ont les enregistrements et Mediapart, ils ont pu les écouter. Ce qui fait que là, c'est des preuves solides. Et d'ailleurs, la procureure, elle a jamais mis au courant ses administrés ou ces personnes avec qui elle travaillait qu'elle était en contact avec l'avocat. Ça s'est vraiment fait en scred. Ce qui est au minimum quelque chose qu'on peut apparenter à une prise illégale d'intérêt. Et donc forcément, après l'enquête des gendarmes, il y a eu le parquet national général qui a ouvert une enquête. Sauf que là, le problème, c'est que évidemment, si pour le parquet c'est compliqué, même quand ils le veulent, d'enquêter sur des politiques, alors d'enquêter sur des membres du parquet, c'est encore plus compliqué. Ce qui fait que le dossier est envoyé à Nanterre, puis à Paris, ça passe de juridiction en juridiction, et ça n'avance pas d'un cul. Ce qui fait qu'on a une situation un peu étrange. On a une procureure du parquet financier qui dénonce le parquet général parce que ce parquet général lui aurait foutu la pression sur l'affaire Fillon. Mais en même temps de ça, tu as le parquet général qui a lancé une instruction contre cette même procureure pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Et c'est difficile de conclure quoi que ce soit là-dedans parce qu'il y a énormément d'éléments, de relations entre les personnes qu'on connaît pas. Donc ça peut très bien être la justice qui fait son travail, ou alors ça peut être des gens qui se tirent dans les pattes, ou alors ça peut être des règlements de compte, ça peut être beaucoup de choses. Donc ça va être très intéressant de suivre cette histoire, de savoir comment ça évolue, parce que si on se rend compte que la personne qui était au parquet national financier et qui gérait toute cette histoire de trafic d'influence, de détournement de fonds, de trucs comme ça, c'est une personne qui a été corrompue, qui était largement sensible au conflit d'intérêts, c'est quand même un peu contradictoire, quoi. Ce sera sacrément con et ça voudrait dire qu'il y a eu énormément d'affaires qui ont été enterrées avant même qu'une enquête puisse être menée. Et ce qui repose encore une fois, évidemment, le problème de l'indépendance de la justice. À cette nuance près que ce parquet-là, en fait, financier, il est très récent. Il a été créé après l'affaire Cahuzac. Et cette personne-là, qui a été nommée à ce moment-là, elle n'a pas été faite par le président. Parce qu'à l'époque, c'était quand même moins autoritaire sous Hollande. Et c'est un conseil de magistrats qui l'a nommé. Ce qui fait que le raisonnement qu'on utilise d'habitude et qui est très efficace, qui est de dire que quand c'est le président qui te nomme, tu dois rendre des comptes au président, là, pour le coup, il s'applique pas. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de traficotage, qu'il n'y a rien, mais ça veut dire que l'histoire, elle est un peu plus complexe cette fois. Ce qui fait que là, on peut pas faire autre chose que poser les faits sur la table. Les conclusions, pour le coup, c'est à vous de la faire parce que moi, là, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps-là, tu as 2 militants d'Extinction Rebellion qui risquent 5 ans de prison pour avoir occupé les locaux de BlackRock en février. Mais ça, c'était avant qu'Emmanuel Macron envoie une lettre justement pour empêcher la procédure. Non, je déconne, il y a juste le procès qui a été reporté en novembre et évidemment, on en parlera longuement sur cette chaîne quand ça va venir. Ah, et aussi, parce que
Il faut être honnête quand on fait des vidéos et on parle souvent des violences policières et notamment du fait que les policiers ne sont jamais condamnés et que c'est un des principaux problèmes d'ailleurs. Et bien là très récemment tu as eu un policier qui a été condamné pour des violences policières. Les faits remontent à décembre 2018, c'était pendant la manifestation anti-G7 et c'est un mec de la BAC qui a tiré dans la mâchoire d'une étudiante. Un coup de LBD qui lui a valu 3 fractures à la mâchoire et aujourd'hui elle a encore des dents qui cassent. Et résultat, il y a eu une amende quand même de 1350 € pour le policier de la BAC. En plus, le procès, le mec, il a avoué direct, ce qui fait que ça a duré 3 ou 4 minutes et qu'il n'y a pas eu le temps d'expliquer les circonstances de son acte, quoi. C'était la condamnation, au revoir, bisous. T'as un peu un double sentiment. À la fois, t'es content parce que, enfin, il y a un policier qui a été condamné pour des violences qu'il a commises, mais en même temps, je peux pas m'enlever cette idée de la tête que c'est quand même du foutage de gueule. Non, parce que maintenant, un mec de la BAC, il va pouvoir se dire, bon, si je tire avec mon flashball à hauteur de tête sur des étudiants de 18 ans, dans le pire des cas, si l'IGPN ouvre une enquête, qu'elle mène l'enquête, qu'elle clôture l'enquête, que je me fais convoquer au tribunal et que je me fais condamner au tribunal, si je fais partie de cette fraction de policiers qui sont réellement jugés pour leurs actes, dans le pire des cas, je devrais payer 1350 €. Mais des fois, tu sais, tu as le syndrome, à force de critiquer un gouvernement ou des pratiques policières, quand tu as des avancées réelles qui ont lieu, tu les critiques quand même et tu es un peu mauvaise langue. Donc je sais pas toi ce que tu penses de ça. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une avancée du tout, mais peut-être que tu as un avis différent, ça m'intéresse. Bref, je sais pas trop quoi faire comme conclusion. On a une justice de classe qui défend des cols blancs, qui peuvent manigancer dans leur coin, cachés dans la haute administration française, et quand ils se font choper, ils trouvent toujours un moyen pour s'en sortir. Une justice qui est largement corrompue et sensible aux conflits d'intérêts, une administration française qui est largement corrompue et qui est sensible aux conflits d'intérêts, et au final, ça arrange qui? Les grosses entreprises capitalistes. Grossièrement. Ce qui fait que on n'a pas appris grand chose de nouveau parce que je suis sûr qu'avant de cliquer sur cette vidéo, tu étais à peu près convaincu que Emmanuel Macron et la Macronie, ils étaient plongés dans plein d'histoires comme ça. Mais quand même, je trouve ça intéressant de les rappeler et de montrer que toute notre critique, on peut continuer à l'alimenter toujours dans l'actualité. Ça montre que nos critiques, elles sont fiables. Et en plus de ça, ça permet de renforcer nos arguments par des faits, par des études, par des enquêtes. Donc c'est pour ça, même si on a l'impression de se répéter, même si on a l'impression d'apprendre toujours la même chose avec des versions différentes, c'est quand même important d'être informé là-dessus. Et comme promis sur la dernière vidéo, l'avant-dernière, je ne sais plus, on va revenir sur les commentaires parce que, des fois, vu qu'on fait les choses rapidement, vu que je fais les choses rapidement, je dis des fois de la merde ou des choses qui sont mal comprises, ou alors c'est intéressant de mettre vos commentaires en perspective, même si je suis pas forcément d'accord avec ça, ça permet de faire des étincelles et de créer des réflexions. Et donc aujourd'hui, on va parler de la vidéo qui était sur l'écologie et qui parlait notamment de la Convention climat. Guillaume parle du tirage au sort qui lui paraît douteux puisque Cohn-Bendit a été sélectionné. Et ce qui est pas faux, et je savais pas quand je tournais cette vidéo, qu'il avait fait partie des 250 000 premières personnes tirées au sort auxquelles a été appliqué un filtrage d'âge et de profession, histoire d'avoir un truc à peu près représentatif. Et cette histoire-là, elle pose plusieurs questions. La première, c'est que si tu utilises du tirage au sort, quand nous on l'utilisera, quand on aura fait notre révolution démocratique, tout ça, il faudra trouver un moyen pour qu'on puisse s'assurer que ce tirage au sort-là, il a été fait de manière honnête. Ce qui n'est pas le cas là, par exemple. Parce que le tirage au sort, c'est comme le vote électronique, quoi. C'est tellement facile à truquer que si t'es pas certain absolument que ça a été fait dans de bonnes conditions, tu peux que avoir des doutes là-dessus. Même si pour le coup, avec Cohn-Bendit, c'est trop gros, quoi. Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron et que je me disais qu'il fallait truquer ce tirage au sort, j'aurais pas mis dedans des mecs comme Cohn-Bendit qu'on sait tous qu'il est macroniste. Et là, à première vue, je suis assez sceptique aussi parce que, quand tu les écoutes parler, t'as l'impression que ce sont des gens normaux, quoi. Voilà, donc l'idée, elle est là. Je sais qu'il n'y a pas consensus forcément sur les 150 sur le sujet, mais en tout cas, au niveau des citoyens, c'est bien de porter le sujet et vers le futur. Alors peut-être que j'ai pas tout regardé, encore une fois, on fait pas mal de vidéos, on passe pas mal d'informations, mais si toi tu as une preuve qui montre qu'il y a un nombre anormal de macronistes dans cette convention, je suis tout à l'écoute et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui prouve, à part cette histoire, mais que je trouve trop spectaculaire de Cohn-Bendit, il n'y a rien qui prouve que le tirage au sort a été truqué. Et je défends pas Macron en disant ça, je dis juste que faut le critiquer avec des faits et pas juste avec des doutes. Claude parle lui aussi des experts qui ont été souvent liés au lobbying et qui ont largement influencé les citoyens. Et ça, c'est un des moyens utilisés par le gouvernement pour influencer indirectement cette convention climat.
Ce qui montre que si le gouvernement il n'est pas réellement consentant et que c'est juste un truc de com, eh ben le tirage au sort ça marche pas vraiment. Et ce qu'on a eu là, c'est pas le plus bel exemple de tirage au sort qu'on pouvait avoir, mais ça montre juste qu'un autre truc est possible. Et d'ailleurs, il y a une autre personne, j'y repense là, j'ai pas écrit sur le script, donc je sais pas comment tu t'appelles, mais tu t'affiches en ce moment sur l'écran. Toi, tu avais parlé du fait que la Convention, au dernier moment, elle a appris qu'elle devait voter ses propositions par paquet et pas par unité. Je sais pas, peut-être que tu peux voter par paquet, que ça a une cohérence, tu peux le défendre, mais il faut au moins que ce soit la Convention qui décide et qui choisisse. Donc voilà, après il y a eu des débats par commentaire sur le fait oui ou non la Convention elle est utile ou pas. Où moi je défends plutôt l'idée que oui c'est utile parce que ça change les imaginaires même si concrètement ça va rien changer, et tu avais pas mal de personnes qui étaient en désaccord en disant que ce truc là de toute façon ne va rien changer. Et donc voilà, je vous affiche à l'écran les différents commentaires avec qui on a débattu parce que voilà, j'étais pas d'accord mais je trouve que leur position est assez concrète, assez réaliste, et donc voilà, ils ont leur place dans cette émission. Et sinon, gros mea culpa, j'ai dit une bêtise par rapport aux boucles de rétroaction. Voilà. En fait, j'ai décrit ça comme un effet domino, ce qui est pas vrai. C'est plutôt l'effet d'une cause qui a une conséquence, et cette conséquence-là, elle alimente la cause, tu vois, qui l'a créée. Genre, le réchauffement climatique fait fondre le permafrost, qui libère des gaz à effet de serre, qui va renforcer le réchauffement climatique. Donc, c'est une espèce d'emballement, mais pas de plein d'éléments, d'événements qui s'enchaînent, mais un emballement d'un seul événement qui se nourrit de ses conséquences. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair. Mais si vous voulez aller plus loin que tout ça, évidemment, il y a le Thinkerview de Pablo Servigne qui explique ça bien mieux que moi. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. On a essayé de faire quelque chose d'assez rapide, et n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de récupérer la fin de la vidéo pour parler des commentaires, et si toi ça te permet aussi d'aller un peu plus loin, si ça permet de mettre en perspective d'autres avis, etc., etc. Parce que voilà, si ça te plaît, ça peut redevenir une habitude, et ça permet d'avoir un échange qui est quand même assez intéressant et de pouvoir dominer un peu un réseau social YouTube qui est quand même très vertical. Donc voilà, si ce truc te plaît en tout cas, tu peux le partager aux copains, tu peux t'abonner, et ça nous permet en fait de gagner en audience et de faire en sorte que le travail de tous les jours puisse aboutir à des choses concrètes, à des choses réelles. Et surtout, on va pas se mentir, c'est parce que aussi il y a des gens qui regardent des vidéos qu'on arrive à rassembler des sous sur le Tipeee pour pouvoir payer le loyer et manger et tous ces trucs-là. Donc c'est plutôt pratique. Parce qu'on va parler du financement. Là, en gros, on va faire encore 2-3 vidéos qui va parler de l'actualité parce qu'on a du retard. Après, je vais faire une vidéo qui va expliquer le financement et quelques stratégies qui a changé sur le canard avec les titres putaclic et tout ça. Et après, on va prendre des jours de travail sur l'épisode sur les États-Unis parce que en fait, j'arrive pas à faire des trucs en parallèle, donc il va falloir marquer une pause, travailler là-dessus parce que tu as énormément de choses hyper intéressantes à dire et que il faut faire du traitement de fond aussi. Et puis voilà. Moi, je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine. Puis voilà, c'est cool, hein? C'est cool. C'est l'été, il fait beau.